L'idée de mon sujet de thèse, c'est vraiment d'étudier donc comment le patrimoine d'habitat collectif social du XXe siècle il peut tendre vers une transition écologique et alternative de l'habitat durable dans le logement collectif social en général. Et du coup, pour aborder cette question, je m'appuie sur deux leviers qui sont un levier social qui s'appuie sur des questions de démarche participative et un levier environnemental qui aborde le sujet à partir des matériaux bio et géosourcés. Donc, l'hypothèse, c'est de proposer donc, que les matériaux bio, que les projets de régénération du patrimoine d'habitat collectif social du XXe siècle présentent un potentiel de contribution face à l'urgence écologique actuelle, s'ils intègrent concrètement ces deux démarches, en fait. Juste pour rappeler des éléments de contexte dans lesquels se développe cette thèse, d'un point de vue de l'urgence climatique, depuis les années 70, en tout cas, on est quand même très au courant de la crise environnementale avec laquelle on évolue. Le rapport Mido en 1972 présentait tout ça à partir des courbes que je présente ici. On voit que les éléments, en tout cas qu'au moment où ces courbes vont se croiser, ça va commencer à poser de sérieux problèmes. Et du coup, on constate aussi notamment à partir d'études qui sont faites aujourd'hui que ces courbes convergent toutes dans le sens qui avait été défini. Notamment, donc, on a le rapport du GIEC aussi qui confirme que l'activité humaine impacte le réchauffement climatique en 2021. Ils affirment vraiment cette notion-là. Et en tout cas, toute la communauté scientifique discute de la question du passage de l'Holocène à l'Anthropocène, qui n'est pas définie en tant que date, mais qui est quand même affirmative aujourd'hui. Par rapport au rapport du GIEC, il y a les petits guides du rapport du GIEC pour le grand public qui sont très clairs et qui présentent notamment les impacts des différents secteurs de notre société, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et on voit notamment que le secteur du bâtiment, il représente 17% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est simplement pour la construction et l'exploitation des logements et des choses qu'on construit. Mais à ça, il faut rajouter aussi notamment 23% des 19% de ce qui sont en lien avec l'industrie, parce que ce sont les matériaux de construction qu'on produit, et aussi tout ce qui est dans les 31% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport, notamment avec les transports de poids lourds qui permettent d'acheminer les éléments sur les chantiers, et tout ce qui est véhicules utilitaires attenant aux allers et retours des entreprises sur les chantiers. Notamment, par rapport à tout ce contexte, j'ai visé la question de la réhabilitation parce que, notamment, on voit que c'est un enjeu aujourd'hui, en tout cas dans notre société, et par rapport à ces questions d'émissions de gaz à effet de serre. Au laboratoire, au LabEx Architecture, Environnement et Culture Constructive, il y a un thermicien qui s'appelle Thomas Jusselm qui avait fait une étude sur tout ce qui était le parc résidentiel total, neuf et existant en 2017, et qui disait que seuls 38% de notre parc respectait en tout cas la RT 2012, donc à savoir les étiquettes A, B et C pour certains. Après là-dessus, Martin, il m'a donné des références sur des études qui peuvent en tout cas alimenter ça. Donc, il y a sûrement d'autres choses qui permettent de compléter ces données-là. Mais c'est quand même un point repère qui montre à quel point on n'est pas très en avance sur ces questions-là. On est même très en retard, autant dire. L'enjeu de la réhabilitation, il se fait aussi du point de vue des professionnels du bâtiment. On a notamment les architectes qui affirment à 36% qu'ils ont une activité en lien avec les questions de réhabilitation et entretien du bâtiment. On a également 56% du chiffre d'affaires des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui sont en lien avec l'entretien et l'amélioration des bâtis. Et on a même les grosses entreprises du BTP qui affirment que 58,4% de leurs travaux sont en lien avec les questions d'entretien et d'amélioration du parc actuel. Donc, c'est quand même une filière qui a tendance à avoir, en tout cas, des perspectives d'avenir positives. Et on constate également qu'il y a un intérêt grandissant pour toutes ces questions-là, notamment avec, en 2021, la remise du prix Pritzker à Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui montre l'évolution de la profession d'architecte vis-à-vis de la reconnaissance de ce que représente la réhabilitation dans la pratique, ce qui n'était pas toujours le cas ces dernières années, et qui montre quand même une évolution des consciences.
et aussi donc, la politique du logement qui se tourne de plus en plus vers la réhabilitation. Donc notamment le PUCA, l'USH, l'ANRU et les CAUE, ils tournent toutes leurs pratiques quand même très en lien avec ces questions de réhabilitation. Et on a aussi donc la recherche et le ministère de la Culture qui s'intéressent à tout ça, notamment avec les programmes de recherche du BROP qui sont en lien avec ces questions de réhabilitation et notamment les colloques qui ont été menés et tous les programmes de recherche qui ont été menés sur l'architecture du patrimoine 20e. Donc la thèse, elle s'inscrit dans toutes ces démarches-là. Donc, au niveau de la méthode que je déroule dans ma recherche, en fait, ma méthode elle est vraiment, elle se fait sur un processus itératif. Donc, je pars, en fait, moi, je pars plutôt de l'action que j'ai pu dérouler sur certains projets. Mais aujourd'hui, elle est alimentée dans le cadre de la thèse avec tout ce qui est état de l'art, mais aussi des enquêtes de terrain que je vais faire auprès d'architectes, de bailleurs sociaux et j'essaye d'habitants sur des projets qui essayent de mettre en œuvre ces démarches-là, de démarches participatives et de matériaux bio et géosourcés. Et j'articule ça aussi avec des projets que j'observe en observation participante par le biais de la recherche-action, sur lesquels je peux intervenir en tant que conseil ou intervenir comme je viens à Arles en fait aujourd'hui où je viens proposer on vient proposer la réalisation d'un inducteur avec Martin et ça permet de montrer les possibles en fait en termes de réhabilitation et à partir de ça observer comment s'articulent ces actions entre les acteurs etc et comprendre voilà, comment toutes ces actions menées entre elles peuvent créer des potentialités pour la réhabilitation de demain, de ce patrimoine-là de l'architecture 20e. Donc, du point de vue de l'état de l'art, sur tout ce qui était régénération, réhabilitation, j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de choses sur les questions de politique, beaucoup de choses sur la réhabilitation des grands ensembles aussi, mais il y avait pas beaucoup de choses sur la qualité architecturale vraiment des projets. Il y a le livre de Christian Mollet qui est exemplaire là-dessus, qui montre vraiment la qualité spatiale qu'on peut donner à la réhabilitation, etc. Mais il y a peu de projets, en tout cas, qui intègrent les questions de matériaux bio et géosourcés. Il parle parfois d'exemples sur le bois, mais il y en a assez peu. Mais la terre crue et tous les matériaux en lien avec l'éco-construction sont quand même assez peu représentés. Et sinon, sur tout ce qui est en tout cas sur tout ce qui est isolation thermique, matériaux dans la réhabilitation, il y a beaucoup de choses qui sont tournées vers la performance et aussi la technique en fait, la mise en œuvre de la technique, mais aucun ouvrage, en tout cas, j'ai pas trouvé beaucoup d'ouvrages. Il y en a quelques-uns qui en parlent vraiment de manière très subtile, mais sur la question de la qualité que donnent ces matériaux dans l'habitat, le confort qu'ils apportent et les ambiances qu'ils amènent pour les habitants. Donc moi, l'idée, c'est vraiment d'essayer de révéler ça et de comprendre. Et par rapport à la participation, donc là, j'ai fait un gros état de l'art avec des schémas, parce que je pense que c'était là que j'étais le moins, en tout cas, informée au début de ma thèse. Et du coup, j'ai lu pas mal de choses sur tout ça, des choses aussi en lien avec l'urbanisme, le management, des ouvrages aussi politiques, en tout cas. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mouvements politiques qui traversaient cette notion, qu'il y avait beaucoup de choses qui se contredisaient aussi, que beaucoup d'enjeux étaient souvent mis à travers cette notion de participation et qu'on la jugeait assez facilement. Et du coup, moi, ma posture dans la thèse, c'est vraiment de me positionner en tant qu'observateur des acteurs qui se créent autour des projets et d'essayer de comprendre les acteurs clés en fait, qui s'immiscent dans les systèmes d'acteurs et d'avoir en tout cas une vision des liens qui se tissent entre eux pour voir ce que ça donne en termes d'implication des personnes. Voilà. Donc, pour continuer sur mon positionnement, en fait, tout ça, ça s'appuie aussi sur des publications que j'ai pu faire en amont et au cours de mon parcours universitaire sur les projets en tout cas des études que j'ai faites sur les projets d'habitat groupé et les questions d'autofinition en terre crue dans les projets de logements sociaux et d'habitat participatif. Donc, en fait, c'est en train de se dessiner comme
en fait, j'analyse des projets d'habitat participatif sur lesquels je vois des une manière de faire une architecture durable, en tout cas, avec des éléments qui se révèlent comme la mobilité, l'insertion dans le tissu urbain, l'utilisation, enfin, en tout cas, l'approche de l'énergie par l'autonomie, etc. Il y a des choses donc ça me permet d'avoir une grille de base. Et ensuite, j'essaye d'observer cette grille de base à travers des projets de réhabilitation que je vais voir en enquête ethnographique ou en démarche, en observation participante, comme je le fais sur la recherche-action. Et donc, tout ça, ça s'appuie aussi sur les expériences quand même de Cratère, que Cratère a mené avec des bailleurs sociaux grenoblois et à Saint-Étienne aussi. Notamment avec le projet Terra Nostra qu'ils ont réalisé. En tout cas, c'est un projet de prototype tout en bois, tout en ossature bois et construction de terre qui a été placé sur la ZAC Flaubert à Grenoble et qui montre une potentialité de possible sur la construction de logements neufs en matériaux bio et géosourcés. Et aussi donc, une expérience que j'ai pu mener avec un architecte stéphanois donc, qui s'appelle Franck Lebaille et qui a travaillé avec l'OPH de Firminy sur la réhabilitation d'un espace pour les habitants de 100 mètres carrés. Donc, j'étais allée observer avec lui et participer avec lui aux ateliers participatifs avec les habitants et suivre aussi un peu le chantier pour voir comment impliquer les habitants dans ce projet-là et créer un espace commun. Voilà, donc là, je vais vous montrer des exemples en fait des enquêtes que je mène à travers tout ce sujet de thèse. Donc, j'ai focalisé sur les exemples en lien avec la réhabilitation. Il y en a quelques-uns en neuf parce que la réhabilitation, elle ne se limite pas seulement à la réhabilitation du bâti en tant que tel. Il y a aussi des fois des annexes qui sont construites en parallèle par les bailleurs sociaux et qui, à mon sens, donnent de la qualité de vie aussi aux habitants. Je ne le développerai pas là, mais en tout cas, il n'y a pas que, en tout cas dans mon corpus des projets en réhabilitation. Mais il y a quand même, donc du coup, il y a celui-là qui est un projet de réhabilitation lourde qui a été réalisé par Paris Habitat dans le 15e arrondissement. C'est un projet donc, de réhabilitation d'anciens bureaux de Paris Habitat. Donc, ça a été réhabilité par NZI Architectes. Donc, en fait, sur ce projet-là, il y a eu, en tout cas du point de vue des matériaux bio et géosourcés, un gros travail qui a été fait. Donc, ils ont complètement démantelé le bâtiment. Ils ont gardé juste la structure principale en béton. Et ils ont créé une enveloppe thermique autour de cette structure béton. Donc, dans laquelle il y a eu des caissons de bois qui ont été préfabriqués par l'entreprise générale qui a été missionnée pour les travaux. Et ils ont rempli les caissons avec des bottes de paille. Des caissons qui n'étaient pas tout à fait dimensionnées à la dimension des bottes de paille, qui ont posé quand même pas mal de problèmes et qui ont permis de créer un bâtiment, en tout cas avec une isolation en matériaux paille. Donc, d'un point de vue de la participation, ce que j'ai pu observer, c'est que, en tout cas, c'était un bâtiment qui était fait pour faire une résidence, je ne l'ai pas dit, une résidence Crous pour les étudiants. Dans ce bâtiment-là, en termes de participation, en tout cas, les étudiants, il y a un cahier des charges pour le Crous qui est donné, mais les étudiants n'ont pas été concertés, en tout cas, pour faire la conception des chambres ou des espaces communs. La seule, en tout cas, il y a eu beaucoup d'informations au moment de la livraison du projet, des articulations avec le Crous, etc. Mais les éléments d'information vis-à-vis des matériaux bio et géosourcés, des démarches qui ont été mises en œuvre pour la réalisation de ce bâtiment-là, elles se limitent surtout à une fenêtre de vérité et aussi des éléments, en tout cas, d'exposition qui sont faits dans les espaces communs de l'immeuble. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est un projet de copropriété de 10 logements qui a été fait dans le 15e arrondissement de Paris. Donc ça, c'est pas du logement social, c'est une copropriété, donc c'est du logement privé. Par contre, je le trouve intéressant parce que c'est un exemple de projet qui montre qu'on arrive à faire de la réhabilitation quand même écologique en utilisant notamment des matériaux comme le chaux et le chaude de chambre, avec des projections qui permettent de faire une isolation par l'extérieur en chaud-chambre. Donc ici, l'architecte des bâtiments de France, il a eu enfin voilà, c'était sur un bâtiment de faubourg, donc il fallait préserver toutes les modénatures, etc. Ils ont réussi à préserver les modénatures du bâtiment et à réaliser
quelque chose en tout cas, de plus performant tout en respectant l'aspect extérieur du bâtiment. Ce projet-là, c'est un projet de coopérative habitante. C'est l'isolation d'un bâtiment, en tout cas d'une façade nord d'un bâtiment de la coopérative de l'îlot 13. Donc, c'est un bâtiment qui se trouve juste à côté de la gare de Genève. Sur ce projet-là, donc les coopératives habitantes en Suisse, elles travaillent toujours en conception en tout cas en co-conception avec les habitants. Donc, les habitants ont été impliqués dans le choix des matériaux, etc. Il y a eu une vraie co-conception du projet. L'architecte, qui est aussi un architecte spécialisé dans la construction terre, il a vraiment essayé de défendre le matériau et les habitants étaient très demandeurs là-dessus. Sur ce projet-là, ils ont réussi à réaliser en tout cas une double peau du bâtiment avec un soubassement en briques de terre comprimées. C'était un moment où la ville de Genève en tout cas, il y avait beaucoup de visibilité qui était faite sur les déblais de chantier qui étaient faites avec la construction du CEVA. C'est une partie de transport en commun de la ville de Genève qui permet de détourner une partie de la ville, etc. Et il y avait beaucoup de terres de déblais qui étaient valorisées. Il y a une petite start-up qui s'est montée qui s'appelle TerraBlock et qui a permis d'utiliser certaines terres de déblais de ce chantier-là et d'autres chantiers alentours parce que la start-up essayait de valoriser les terres de déblais, etc. Donc, ils ont réussi à valoriser les terres de déblais par le biais de ces briques de terre comprimées. Et au-dessus, ils ont isolé en fibre de bois dense avec par-dessus un enduit chaud qui a été calpiné calpiné et coloré avec les utilisations des terres de déblais qui étaient présentes sur le chantier. Donc, voilà. Ensuite, il y a un autre projet donc, de réhabilitation de 14 logements à Paris dans le 15e arrondissement. Donc ça, c'est toujours Paris Habitat qui a fait ce projet-là. Ce projet a été réalisé par Ulrich Volker de Très Vivant et Benoît Rougelot de Land Fabrique et Architectes. Sur ce projet-là, alors c'est un projet où les habitants n'ont pas été énormément impliqués. Il y a eu beaucoup d'informations autour du chantier. Par contre, le collectif Paille, dont font partie Ulrich et Benoît, ont essayé en tout cas, faire participer des étudiants, en tout cas des personnes qui voulaient se former en tout cas à ces matériaux-là, et ça a créé un chantier participatif. C'était pas les habitants, mais il y a eu une démarche de participation un peu transverse sur laquelle d'autres personnes extérieures au chantier ont pu se former. Donc, c'est des démarches participatives qui n'impliquent pas les habitants, mais qui permettent de soulever aussi des éléments, en tout cas des architectes, des ingénieurs qui ont envie de se former et de monter en compétences et de développer une filière, en fait. Donc ça, c'est intéressant quand même à observer, c'est que ce n'est pas toujours les habitants, mais il y a d'autres démarches participatives parallèles qui peuvent permettre de former des personnes qui sont en demande, en fait, d'évoluer dans leur métier pour avancer dans tout ça et faire changer les choses dans la pratique de leur métier. Donc, sur cette partie-là, il y a quand même un acteur qui a été clé sur ce projet-là, c'est le bureau de contrôle, parce qu'il y avait quand même la nécessité de construire selon les règles professionnelles de la construction paille, mais qui ne rentrent pas dans la réhabilitation, quand même sur plusieurs étages. Donc, il y a eu beaucoup de discussions et un avis de chantier a finalement été donné par le bureau de contrôle. Donc, quand on fait ce genre de projet en France, il y a tellement de contraintes normatives que je crois que le bureau de contrôle est essentiel pour pouvoir avancer. Et sur la partie supérieure là, que je vous ai mis, c'est une entreprise d'insertion qui a travaillé sur le projet. Donc, c'est Appichbat. Donc, il y a quand même une intensité sociale qui se crée à travers une entreprise d'insertion sur laquelle on forme aussi des personnes qui vont ensuite travailler dans le bâtiment là-dessus. Et ensuite, sur la partie sous-bassement, donc ce que je n'ai pas dit, sur l'autre partie supérieure, c'est que c'est une technique qui est en épine et qui est selon les règles professionnelles de la construction paille. Sur la partie inférieure, les architectes ont voulu innover, ils ont fait une construction, ils ont fait une accroche des bottes de paille par bretelles qui n'était pas, en tout cas, qui ne rentrait pas dans les règles qui ne rentrait pas dans les règles professionnelles de la construction paille, mais dont le bureau de contrôle voilà, ils ont dit cette partie-là, on l'assure pas et ce sera comme ça, on expérimente et on teste.
Et là, c'est des personnes du collectif Paille, les personnes du collectif Paille qui ont encadré des personnes extérieures pour faire le chantier. Donc des architectes, des ingénieurs, des personnes qui voulaient se former aussi à l'autoconstruction, qui avaient un projet de construction de paille pour avancer en compétences et se former sur des projets personnels et évolution professionnelle. Ici, donc c'est un autre projet de Paris Habitat, donc de réhabilitation de 36 logements dans le 14e arrondissement de Paris. Donc ici, c'est un projet de réhabilitation aussi d'un bâtiment, d'un petit faubourg, d'un bâtiment faubourgeois. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont fait une isolation par l'intérieur. Ils ont fait une isolation par l'intérieur en liège et enduit de terre. Donc on est sur une correction thermique, hein. On n'est pas sur une isolation performante, mais on gagne en confort dans les projets, dans les logements. Et l'architecte a aussi proposé la mise en place de briques de terre comprimées sur les pièces humides qui ont été, donc les logements ont été reconfigurés. Et il y a des briques de terre comprimées qui permettent en tout cas de créer des séparations pour les salles de bain. Donc ça permet de gérer l'hygrométrie et de gagner en confort dans ces pièces-là. Voilà. Donc ce projet-là, il a été réalisé par des entreprises spécialisées dans la construction terre et aussi donc notamment Caliclé et Terramano sur Paris. Et en fait, ça a été mené avec le Palais de la Femme. Donc c'est pareil, c'est un chantier d'insertion qui s'est fait avec des personnes qui viennent. Donc il y a de l'intensité sociale dans ces projets dans lesquels on implique vraiment des personnes qui sont en insertion sociale, etc. Et donc, tous ces projets-là, ils se font grâce à l'aide de maîtrise d'ouvrage et notamment de chargés d'opération, notamment à Paris Habitat. Il y a Joanne Massoubre qui a fait un travail incroyable voilà, de mobilisation de tous ces acteurs-là pour faire en sorte de créer, en tout cas d'utiliser ces matériaux-là et de créer une intensité sociale sur les projets de Paris Habitat. Ils ont réalisé aussi en briques de terre comprimées un petit local un petit local poubelle dans un bâtiment HBM tout en briques de terre cuite, mais avec la terre crue, ça rend incroyablement bien et on sent, enfin, c'est un projet en neuf, mais on sent que ça redonne aussi une habitabilité au cœur de l'îlot, quoi. Et là, c'est un projet un petit peu différent. Donc, c'est une permanence architecturale que je suis allée rencontrer. Donc, c'est le collectif, donc c'est le lieu qui s'appelle Bricologie, qui a été porté pendant plusieurs années par le collectif Pourquoi pas. Donc, c'est à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, pardon, à côté de Lyon. C'est un lieu de ressources en fait pour les habitants du bailleur social Est Métropole Habitat. Donc Est Métropole Habitat a fait un appel à candidature pour des architectes pour proposer une résidence dans ce lieu-là. Et le collectif Pourquoi pas a réussi à obtenir le lieu et à développer une bricothèque. Donc, c'est un lieu de ressources, je vous ai mis le plan là ici, c'est un espace d'accueil social dans lequel les personnes peuvent venir vraiment discuter de tout, de rien, essayer aussi de proposer leurs services par rapport à leur savoir-faire, créer en tout cas des liens avec les personnes sur le lieu. Et le collectif Pourquoi pas a créé donc, cette ressourcerie avec un lieu de stockage de matériaux recyclés, etc. Et ça leur a permis en tout cas de mettre en place des ateliers d'autorénovation dans les logements avec Est Métropole, c'est Est Métropole Habitat. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Attendez, je me suis trompée. Si, c'est ça, Est Métropole Habitat. Et du coup, aujourd'hui, Bricologie, c'est une association indépendante du collectif Pourquoi pas. Elle est gérée par une personne qui coordonne, c'est un coordinateur qui gère toutes les activités du lieu et qui continue à développer ces ateliers d'autorénovation. Et là, maintenant, avant, ils arrivaient à toucher les personnes en étant dans le quartier sous forme de résidence, mais aussi par le biais de l'assistante sociale qui est en lien avec le bailleur. Et aujourd'hui, ils essayent de développer ça avec tous les autres bailleurs de la métropole de Lyon et aussi avec tout ce qui est
maisons de quartier pour toucher d'autres personnes sur la commune de Lyon et aussi des personnes du parc privé parce que en tout cas, il y a des personnes qui louent aussi des logements privés et en tout cas dont les propriétaires ne sont pas des bailleurs sociaux et qui pourraient aussi avoir besoin de ces approches d'autorénovation. Donc le projet, enfin en tout cas, l'accompagnement de bricologie continue à se développer sur Lyon et ça marche vraiment bien. Et donc, je voulais vous montrer un dernier exemple. Enfin, en tout cas, la suite de la deuxième partie de ma thèse, c'est la partie observation participante et notamment la démarche d'accompagnement que j'ai pu avoir avec le projet de réhabilitation de l'hôtel des Deux Sœurs. Donc ça, c'est le projet qui a servi de base pour le développement du Solar Décathlon qui a été présenté par la Timora cette année en Allemagne, par l'ENSA Grenoble. Donc, ils sont arrivés 3e à la compétition. Et en fait, la demande, c'était donc l'hôtel des Deux Sœurs, c'est un bâtiment patrimoine 20e, un hôtel d'une station de ski qui est complètement arrêté aujourd'hui au col de l'Arzelier dans le Vercors. Donc, ce bâtiment-là, donc la Timora l'a repéré et s'est dit bah, ce serait chouette de pouvoir en faire quelque chose et proposer une solution de réhabilitation pour le Solar Décathlon. Donc, la démarche, c'était vraiment de faire de la réhabilitation en bio et géosourcée et aussi de développer une démarche participative avec les acteurs locaux. Donc, moi, j'ai commencé d'abord par les accompagner sur la question des matériaux bio et géosourcés. On a travaillé, donc ils m'ont expliqué un peu le système qu'ils voulaient mettre en place, notamment sur le bâtiment de base, donc le diagnostic qu'ils avaient fait, comment ils voulaient développer un prototype à partir d'un corps, d'une peau et d'une enveloppe. Donc, on a réfléchi un peu à tout ça. L'équipe Cratère, elle a été mobilisée notamment sur la réflexion des différentes parois de ce corps, de cette peau et de cette enveloppe. Et du coup, en fonction des différents types de parois, on a essayé de définir des solutions techniques qui pouvaient répondre à leurs besoins, en fait. Donc, ils nous ont montré les usages qu'ils avaient par rapport au prototype qu'ils voulaient monter. On a essayé de faire un diagnostic avec eux. On a testé aux grands ateliers, courant du festival Grain d'Isère, des solutions techniques de réhabilitation en matériaux bio et géosourcés sur un projet en béton avec des parpaings parce que c'était exactement le système constructif du bâtiment. Donc, on a testé les techniques bretelles que je vous ai montrées tout à l'heure, techniques en épines, les projections en chaud-terre. On a essayé chaud-terre et pas chaud-champ pour voir comment on pouvait le faire. On avait mis une entreprise Caliclé et Noé Solsona, qui est une entreprise terre crue pas loin de Grenoble, qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Donc, on a aussi travaillé sur des finitions et des projets, en tout cas des doublages des finitions en terre crue et aussi des cloisons qui pouvaient être en chaud terre et ensuite enduit terre et enduit chaud. Et aussi des solutions pour les espaces de salle de bain, etc., pour trouver ce qui pouvait être mis en œuvre dans le prototype. Et donc, à partir de ça, donc, il y a l'entreprise Qualifiée, comme je le disais, qui nous a aidés à développer parce qu'ils avaient une demande sur la réalisation de panneaux en terre allégée pour pouvoir isoler une partie des murs du prototype. Bon, au final, ils ont fini par ne pas développer cette partie-là, mais on a quand même expérimenté une ligne de production de panneaux qui aurait pu servir pour monter des cloisons, etc. Moi, j'avoue que le système constructif, enfin, en tout cas, la ligne de production qu'on a réalisée, on a essayé plusieurs choses et moi, je trouve qu'on n'est pas arrivé à quelque chose de très concluant, mais c'est le type d'expérimentation, en tout cas, que j'essaye de faire à travers la thèse pour voir comment on peut remplacer notamment des produits industriels comme le placo pour faire des cloisons, pour essayer de trouver des solutions en réhabilitation plus légères pour pas qu'on se retrouve avec des centres de charge trop lourdes pour des bâtiments qui peuvent être des planchers fragiles, etc. Donc ça, c'est un exemple c'est une tranche du prototype qu'ils avaient fait. Donc, ils avaient coulé la partie béton, puis après, ils ont développé, après les choix qu'on avait proposés, développé un système constructif qui leur convenait. Et puis ensuite, je les ai un peu accompagnés sur la partie gouvernance et démarche participative sur le projet.
On a travaillé avec eux et notamment beaucoup avec les étudiants quand même, plus avec les étudiants qu'avec les étudiants qui faisaient partie de la Team Aura. On a travaillé avec eux pour qu'ils se mettent en lien avec les acteurs locaux, pour qu'ils puissent développer en tout cas une sorte de résidence sur place avec des actions qu'ils pouvaient mettre en place. Il y a l'association des Habiles, qui est l'association de libre et solidaire du bassin isérois et qui développe des projets d'habitat participatif. Et il y a tout un projet cadre qui a été déroulé et un accompagnement entre l'association des Habiles qui développe des projets, en tout cas en lien avec les habitants, pour voir comment on peut intégrer des habitants dans ces processus de projet et comment on peut trouver des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de projet. Donc, parce qu'en fait, sur le programme, je n'ai pas du tout détaillé le programme du projet, mais il y avait tout un socle avec une accueil de résidence, etc. et des logements participatifs sur le dessus. Donc, il fallait trouver des habitants, il fallait essayer en tout cas de développer un lien de confiance avec les propriétaires, avec les collectivités locales et les associations. Donc, les étudiants, ils ont bien joué le jeu. Ils ont essayé de mettre en place plein de choses. Il y a eu des promenades arpentées pour essayer de comprendre le lieu avec les habitants, pour essayer de les faire parler sur leur territoire, etc. Et il y a eu aussi des expositions. Ils ont fait des actions sur la question de la mobilité pour voir comment ils pouvaient travailler sur la mobilité avec les personnes du territoire, etc. Et voilà, ça a permis de faire ça a permis en tout cas de finaliser à la compétition du Solar Décathlon le prototype. Et l'idée aujourd'hui, en tout cas tout l'accompagnement sur les démarches participatives avec l'association des Habiles a permis quand même à la Team Aura de développer une association qui intègre les collectivités locales et qui devrait a priori donner une suite, en tout cas au développement d'un projet participatif qui serait ou pas la réhabilitation de ce lieu-là, parce que c'est pas un bâtiment qui est patrimoine de la collectivité, mais de propriétaires privés. Donc, on ne sait pas, mais en tout cas, il y a une démarche de participation qui est en place, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on arrive? Ouais, je vais peut-être regarder s'il y a des questions sur la question des panneaux terre fibre. Alexandre Pointet en fabrique et propose de vendre sa machine pour relocaliser la production et non pas l'exporter. Bah, je vais regarder ça alors. Merci pour ce lien, Adrien. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la visio. Enfin, n'hésitez pas s'il y en a qui veulent prendre la parole. Et on passera la parole dans la salle après. Non, pas de questions. Pas de questions pour le moment. Bah, du coup, dans la salle alors. Je ne sais pas Comment on peut faire Oui, peut-être pour les questions. oui. Non, mais reste Je là, reste ça, là c'est quand juste même. une question. Oui. Oui, moi, je me pose la question des débats qu'il peut y avoir au sein de Paris Habitat sur ces questions-là, notamment sur les projets que tu as montrés où on a vraiment une finition, des autofinitions en terre crue, enfin des choses quand même qui vont assez loin en fait, hein, pour un bailleur social. Et notamment quand il décide de, je crois que c'était un projet Paris Habitat, de ne pas assurer une partie du projet parce que la construction paille n'est pas acceptée par le bureau de contrôle en fait. Donc est-ce que c'est parce que à Paris Habitat, il y a une espèce de personnage complètement utopiste? Je pense qu'il y a un peu ça à Paris Habitat. Pour avoir rencontré les personnes chargées d'opération, il y a un peu un côté, il y a des personnes un peu comme ça, qui ont envie d'essayer des trucs, quoi, et qui se lancent là-dedans. Je pense quand même que, de ce que j'ai rencontré plusieurs chargés d'opération, et tout le monde n'est pas au même niveau d'intensité dans ces pratiques-là. Mais en tout cas, je crois que c'est quand même très lié à des personnes qui sont très, très engagées sur ces questions-là quand même.
Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas en discutant, même s'il y a une volonté quand même dans la direction de tendre vers ça. Je crois que quand ça va vraiment à ce niveau-là, c'est quand même, moi je pense qu'il y a un peu de désobéissance civile dans tout ça, dans la manière de… Il faut quand même qu'au sein de Paris Habitat, c'est quand même un outil très politique. Oui, c'est vrai, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit porté non seulement par la direction Mmh. générale. Après ça, j'ai pas mais rencontré la aussi direction par- générale. Ça vaudrait peut-être le coup de… ouais. Donc, il n'y a pas de… C'est pas au fait de débats particuliers. Au sein, non, en interne, non. J'ai rencontré plusieurs chargés d'opération et puis de manière indépendante. J'en ai rencontré 3 en l'occurrence, mais j'en ai pas, enfin, voilà, je les ai pas eu tous autour d'une table, comment ils discutent de ça. Mmh. Mais oui, ça vaudrait le coup peut-être de mobiliser ça, ouais. Parlais tout à l'heure du remplacement du placo. Parlais tout à l'heure du remplacement du placo par la terre allégée. Est-ce que selon toi, il y a des techniques qui sont plus adaptées aux démarches d'accompagnement ou de participation, je sais pas, notamment sur la recherche de légèreté ou je sais pas, sur la facilité à prendre en main les matériaux? Mmh. Est-ce que tu as rencontré ça dans tes recherches? Tu veux dire sur la… Sur la, je sais pas, la facilité de mise en œuvre, sur Ouais. la facilité d'encadrer des gens pour faire cette mise en œuvre, Par rapport au placo plutôt, enfin par rapport à des par matériaux rapport à qui des matériaux pourraient… conventionnels, ouais. Ou même parmi les matériaux bio et géosourcés, est-ce qu'il y en a certains que tu as repérés comme étant particulièrement faciles, on va dire, Ouais. ou aptes à être mis en œuvre de façon participative, plus que d'autres? Moi, je pense que dans tous les cas, c'est plus apte à être mis en œuvre dans des démarches participatives quand il y a un accompagnement d'un professionnel qui connaît ce matériau-là. Et parfois, je suis pas pour la massification du matériau terre de manière intense, mais la préfabrication aide énormément à faciliter, en tout cas, la mise en œuvre de certaines choses sur le chantier. D'avoir des terres qui sont quand même à minima formulées, c'est moins galère pour encadrer le chantier participatif, parce que le chantier participatif, c'est quand même des personnes qui n'ont aucun savoir-faire. Pour la personne qui encadre, c'est plus facile en tout cas, d'avoir au moins une terre qui, on est sûr, peut-être elle ne suffira pas, etc. D'avoir pensé les choses en amont et de les préfabriquer en amont, ça permet en tout cas de se prémunir de certains aléas sur le chantier. Et en tout cas, en termes de matériaux, après le matériau, moi je pense que s'il est, j'ai pas forcément de matériaux que je trouve plus ou moins adaptés à la participation. Je crois que la terre crue, elle est super parce que c'est un matériau tellement naturel qui n'a aucun impact sur la santé des gens. C'est incroyable comme matériau pour la participation, c'est hyper adapté. Et on a quand même peu de risques de mettre les gens en danger, etc. Et c'est hyper… ça permet d'impliquer tout le monde, je veux dire les personnes âgées, les enfants, les personnes de tout âge. Donc ça, c'est hyper adapté. Et je pense que si on pense bien à la conception en amont, il y a assez peu de risques qu'on ait des soucis, même si on fait de la participation. Il y aura toujours des soucis de chantier. Enfin, en tant qu'archi, moi j'en ai toujours eu, mais je pense que si on anticipe assez bien la conception, il y a peu de chances que… Je pense qu'il faut quand même bien penser les choses en amont, quoi. Mais voilà. Adrien. Oui, Adrien. Oui, vous m'entendez là ou pas? Oui. Ouais. Moi, j'ai en fait une question qui m'est venue. Alors peut-être qu'elle va être un peu chiante. Je déteste qu'on me la pose et en même temps, je trouve qu'elle ouvre des pistes sur des manières. Merci, Adrien. J'adore. Ouais, bah, attends, j'ai pas encore posé la question. C'était juste pour savoir là sur la question de la participation habitante. Et moi, c'est des questions qu'on a souvent aussi avec les matériaux biosourcés. C'est cette question qui est abordée en général de manière unilatérale, qui est la question du coût. Je veux savoir si toi, tu avais une étude là-dessus sur le coût, alors qu'il était déjà premièrement un coût direct. Et après, pour ouvrir, évidemment, il y a la notion des coûts annexes qui sont infinis. Et là où je pense que forcément ces matériaux et la participation habitante
ont le plus d'avantages, mais qui sont rarement calculés. Voilà, c'était une question plus large s'il y avait un aspect économique qui était aussi abordé. Et moi, non, j'ai pas fait une étude de l'aspect économique de ma pratique pour le coup. Mais oui, mais on en a parlé plein de fois, Adrien. Bah oui, c'est pas. En tout cas, sur celle de Paris Habitat, pour le coup, ça a pas. Enfin, ils avaient un budget, une enveloppe. L'idée, c'était de rentrer dans l'enveloppe qui était prévue, comme s'ils avaient fait ça avec du parpaing, quoi. Ils sont restés dans l'enveloppe qui était prévue, malgré ces pratiques. Adrien, ça, sur Paris Habitat, Joanne, elle me l'a dit, quoi. C'est sûr. Oui, je Voilà. confirme aussi. Bah oui, tu confirmes. Compléter aussi la question de Béatrice. Enfin, moi, ça m'intéressait côté bailleur de comprendre parce que je peux pas imaginer qu'il n'y ait que le facteur de chargé d'opération motivé. Oui, c'est ça. Il y a forcément un intérêt, c'est de comprendre la motivation d'un bailleur comme Paris Habitat pour aller là-dedans. Est-ce qu'il y a aussi une notion de recherche-développement? Par exemple, tu évoquais le fait qu'il y ait des éléments qu'ils n'aient pas assurés. Est-ce que c'est aussi, est-ce qu'ils instrumentent pour pouvoir après développer des autorisations sur ces modes d'effet? Alors, oui. Multiplier. Enfin, est-ce qu'ils ont une... Oui, pour le coup, Paris Habitat, ils ont une vraie logique avec ça. En tout cas, de ce que j'en vois, sur ces opérations-là, plus l'évolution là, que je vois, en tout cas dans les perspectives qu'ils ont de projets là à venir, l'idée, c'était vraiment de tester pour développer ça de manière plus massive, en tout cas sur l'isolation par botte de paille sur des murs en pignon de manière assez générale sur Paris, quoi. Ça, c'est vraiment la démarche qu'ils ont. Et en tout cas, c'est ce que j'en retiens dans leur discours. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a autre chose que je voulais dire, mais je ne sais plus. En tout cas, cette logique-là, elle est bien présente. Ouais. Oui. On sent quand même qu'il y a cette dynamique, oui, bien sûr. Et après, sur la partie recherche et développement, même sur des bailleurs sociaux comme Actis à Grenoble, moi, à chaque fois que je parle avec Actis, notamment, qui est un petit bailleur local de la ville de Grenoble, ils développent tous, ils se disent tous, nous, on aimerait faire que ça. On aimerait faire que ça. Mais on ne peut pas parce que ça coûte trop cher. Sur le coup, Actis a eu ce discours-là. Ça coûte trop cher, on est obligé de demander des financements en plus pour pouvoir faire du matériau bio et géosourcé, notamment sur le projet du Hautbois qu'ils sont en train de faire sur la ZAC Flaubert. C'est un projet hyper ambitieux d'une tour en bois qui disent locale, mais qui est une tour en bois quand même. Et il y en a quand même assez peu en France, des tours en bois comme ça affirmées. Ils disent tous quand même qu'ils ont envie de le faire. Donc, il y a une tendance quand même de basculement des maîtrises d'ouvrage vers ces pratiques-là, je pense, vraiment. Et de recherche et développement pour développer ça de manière plus importante. Je pense qu'il y a beaucoup, dans les reportages que j'ai vus là pour le coup, notamment sur Actis, pour le Hautbois, il y a beaucoup de choses sur la question de l'économie énergétique et de la maintenance par rapport au coût aussi, par rapport à l'énergie. C'est hyper fort ça, en ce moment en tout cas. Je pense que c'est hyper fort ça. Et ils se disent que notamment, s'ils utilisent ces matériaux-là et que le bâtiment est très performant, et apparemment, en tout cas, moi, ce que j'en ai retenu, c'était pas mal orienté là-dessus et sur la performance du bâtiment quand même. C'est très technique quand même. J'ai pu suivre que par briques, donc j'espère que c'est pas des choses qui sont dites déjà. Donc en fait, je me posais la question dans le corpus que j'ai vu, c'est surtout des rénovations lourdes. Et je me demande si tu avais analysé peut-être des opérations qui seraient des rénovations plus légères, potentiellement même de ce que, je sais pas si c'était déjà habité, de ce que les habitants ont déjà fait en partie, ou ce genre de choses. Parce que il y a des études qui sortent en ce moment et qui montrent par exemple qu'une rénovation lourde n'est pas forcément beaucoup plus efficace énergétiquement qu'une rénovation
plus minimaliste à partir de ce qu'il y a déjà, quoi. Donc voilà, sur la question de la performance énergétique. Enfin voilà, mais peut-être que tu as montré des exemples et que j'étais pas. Eh ben, j'en ai montré un peu sur des résidences architecturales là sur Lyon, à Vaux-en-Velin, avec le projet Bricologie et le collectif Pourquoi pas, je sais pas si tu le connais, mais c'est de l'autorénovation avec les habitants qui font et c'est super intéressant. Mais par contre, Martin m'a parlé de cette étude aussi et je pense qu'il faut que vous me la partagiez parce que je l'ai pas et ça m'intéresse vachement de regarder avec vous ce que c'est quoi, parce que ça a l'air hyper intéressant. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup de projets quand même. Non, j'ai pas beaucoup de projets plutôt orientés là-dessus. Il y a quand même plus des projets, mais effectivement, ça pose la question, effectivement, du fait de cette étude, en tout cas. De peut-être ouvrir plus le corpus à ça, ouais. Oui. J'ai une autre question en fait qui est plus liée à la thèse. Finalement, comment est-ce que tu as établi une espèce de grille de critères en fait dans l'analyse de ces différents exemples, ou est-ce que quelle est la dimension théorique en fait que tu développes dans ta thèse? Alors, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, je sais pas, je peux peut-être répondre à côté, hein, ça se trouve, mais en tout cas, j'ai essayé de partir. En fait, j'ai beaucoup étudié l'habitat participatif dans mes études et et j'ai fait quelques publications avec Cratère là-dessus. Et du coup, je pars des projets que j'ai déjà analysés, en tout cas en termes d'observation, de durabilité, etc., que présentent et de frugalité que présentent ces projets. Et j'ai établi une grille et je repars de cette grille. En tout cas, et je l'améliore quand même parce qu'elle évolue encore. Et je pars de cette grille pour essayer de faire l'analyse de ces projets de réhabilitation. Alors, c'est une grille très technique qui montre… Non, très architecturale. Elle est faite sur la base de croquis. Et je pars de croquis d'architecture, de croquis archi. Je refais des modélisations de bâtiments. J'explique les qualités architecturales et spatiales que présentent ces projets avec les espaces communs, etc. Les choix qu'ont fait les architectes sur la question de l'énergie, sur la question de la mobilité. Et donc après, j'essaie de la transposer sur la réhabilitation, bien que les projets de réhabilitation aient moins cette approche globale. Mais ça me permet quand même de partir de quelque chose, quoi. Je pars de ça. Est-ce que les questions de transformation du métier, par exemple, ouais, elles viennent dans la réflexion, effectivement, et bien sûr, parce qu'en fait, j'observe des acteurs clés qui émergent, qui sont souvent des architectes, et notamment les accompagnateurs à l'autoconstruction, la plupart, c'est tous des archis, les AMO, qui se forment à la CNV et à toutes les démarches participatives qu'on connaît. Enfin, même moi, j'ai fait une formation en CNV, j'essaye de comprendre comment fonctionne la gouvernance, de comprendre. Enfin, je pense que oui, le métier est clairement dans cette démarche d'évolution du métier. Et en fait, les acteurs clés que j'identifie, ça identifie ça, en fait, j'ai l'impression. Enfin, sur des questions d'assistants à maîtrise d'usage. Je me demande vraiment sur les outils de la thèse même. Oui. Tu mènes des enquêtes avec une même grille d'enquête. Oui, j'ai une grille d'entretien que j'ai établie au départ, que je fais un tout petit peu évoluer selon les acteurs, parce que bailleur social, je ne pose pas les mêmes questions, bailleur social, architecte et habitant, etc. Mais oui, j'utilise des outils, c'est une grille d'entretien qui balaye la question de la participation, la question des matériaux, comment les acteurs se positionnent par rapport à ça, et les liens qu'ils font entre les deux. Et j'essaye de comprendre comment ils se positionnent par rapport à ça et comment ils se créent leur métier, parce que c'est vraiment souvent des pratiques alternatives qui ne sont pas dans les pratiques de maîtrise d'œuvre qu'on connaît et qu'on défend aujourd'hui dans les écoles d'archi, au final, qui sont quand même un peu transverses, quoi. L'objectif de ton travail, par rapport à toutes les études de cas que tu évoques, s'il y a la volonté d'essayer de prendre du recul et d'essayer d'identifier les prérequis, les conditions de la réussite de ces opérations à la fois qui engagent les matériaux et puis la participation, les freins, pour essayer de tirer un peu il y a peut-être des traits communs à tout ça. J'essaie de le faire un peu. Mais pour l'instant, je suis encore beaucoup dans l'observation, je crois.
Mais je pense que ça va venir avec le temps, ouais. Mais ce serait bien, ouais. C'est un des objectifs qui est écrit dans mon sujet de thèse, ouais, effectivement. Pour que les acteurs, après, ils puissent, en tout cas sur le terrain, avoir des outils, en tout cas des clés de lecture concrètes pour comprendre comment articuler les choses, en fait, pour pouvoir faire des choses. Ouais, l'idée, c'est quand même que la thèse, elle serve au terrain et concrètement, ouais. Oui. Oui. Tu as parlé de participation Mm. au niveau de tes enquêtes. Mm. Est-ce que tu vas t'intéresser à la réception de l'architecture par Alors, l'habitant? oui, je m'y intéresse déjà dans les entretiens. Souvent, je demande, notamment auprès des bailleurs et même des personnes qui ont fait les travaux, comment elles ont transmis, en tout cas, les ouvrages qui ont été mis en œuvre et comment on leur apprend, par exemple, à les entretenir. Et, parce que c'est hyper important, en fait, quand on a un indivisaire, savoir comment l'entretenir et enfin, des choses qu'on ne peut pas faire, en fait. On peut pas... Enfin, il y a quelques trucs qu'il faut quand même savoir sur le contact avec l'eau, etc. Et puis comment les entretenir, pourquoi c'est pas plus compliqué qu'une peinture, qu'on peut reprendre à l'éponge, etc. Et ça, ouais, j'essaie de l'observer dans mes entretiens. Ouais. Parce qu'il y avait eu pas mal de polémiques sur. Il me semble que c'était des projets à Grenoble D'accord. où les façades végétalisées amenaient trop d'insectes et Ah, donc ok, ouais. les habitants projetaient des produits chimiques pour plus avoir d'insectes oui, et donc d'accord. les plantes mouraient. Je connais pas cet exemple-là, mais... Mais quand je te parle de la réception, c'est parce que quand tu parles de participation, c'est large. Oui, Ça va de l'information à l'implication. Oui, oui. Est-ce que dans cette grille, tu traites de ces différents stades Oui, de oui, participation? Oui, j'essaye de traiter ça et de le percevoir aussi à quel niveau ça se situe en termes de curseur sans forcément. Oui, j'essaye de préciser. Parce que je pense de que ce qui préciser serait ça. intéressant, c'est de voir quel est le niveau de satisfaction Mm. à partir du moment où il y a. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense que là, c'est Mm. quelque chose de tangent et Ouais, intéressant. c'est vrai. Ouais, je Je vais creuser ça. Ouais. Une seule grille, c'est un meuble. En fait, elle est en construction. Je ne saurais pas te dire, Mélissa. Ok, on ne peut pas la voir. Non. Voir l'objet. En fait, j'aurais aimé la montrer, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de tout vous présenter ça, mais on en reparlera avec plaisir. Ouais, elle est en cours de construction, quoi. Ouais. Donc, voilà. Je vais peut-être redemander s'il y a des questions à distance dans la salle. Moi, j'ai une question. Ah oui. Est-ce que l'absence de réglementation pour les matériaux comme la terre crue, ça induit, ça a une influence en fait sur les chantiers en ARA ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir en fait avec du coup, le choix d'employer ce genre de matériaux pour ces chantiers? Je ne sais pas. Je pense que je pense quand même que oui, oui, ça a une implication notamment sur les acteurs de projet quand même. Hein. Ils s'impliquent, ils se mouillent quand même pas mal. Hein. Moi, pour être architecte spécialisé dans la construction terre, je peux vous dire que de temps en temps, je serre un peu les dents, quoi. Voilà. Mais à la fois, on vit avec, quoi. Mais c'est vrai que ça, oui, je pense que ça a eu quand même une influence, oui. En tout cas, sur les acteurs de projet et sur la dose d'implication qui se mettent sur les projets. Oui. Ça, je pense que c'est sûr. Merci. J'ai une dernière question, si je peux, c'est peut-être un peu ici sur les schémas que tu as montrés. Vous voyez tous les acteurs sur chaque projet, les liens qui entre eux. Du coup, ça, par exemple, c'est des liens de collaboration. Donc, chacun. Alors, oui, et alors du coup, ce schéma a clairement évolué. Maintenant, c'est une carte d'acteurs avec la clarification des liens entre les acteurs. Et je les établis sur des cartes d'acteurs avec des cercles selon l'implication des acteurs en tout cas, leur implication très tôt dans le projet, un peu moins. Et puis, j'essaye de placer les acteurs en fonction de ça.
Ça, c'est une méthode que j'ai de constitution des cartes d'acteurs que j'ai lu dans des articles scientifiques, notamment plus en lien avec l'industrie écologique. Donc, j'ai pu lire un article là-dessus et j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, j'essaye d'utiliser cet outil-là. Et je commence seulement à vraiment plus le préciser. Mais oui, j'essaye de comprendre quels sont les liens formels ou contractuels entre eux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de liens qui sont complètement informels et qui sont hyper intéressants et qui permettent de développer ces pratiques plus alternatives, quoi. Et c'est pas que contractuel, il y a vraiment beaucoup de choses et c'est peut-être là aussi qu'il y a l'intensité sociale qui se crée. Mais ça, on pourra en reparler aussi, Mélusine, si tu veux, sur les outils que j'utilise là. Ouais. C'est les cartes d'acteurs que j'ai un peu élaborées selon mes besoins. Mais... voilà. Voilà. Peut-être on va, je sais pas, on clôture, non? Bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi la conférence et puis on vous retrouvera sûrement demain, je pense, pour ceux qui pourront être là, donc pour la suite des conférences de la semaine. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.